Pas peur, on créera la télévision panafricaine. N'ayez aucune crainte. C'est-à-dire que les dictateurs vont partir, ceux qui sont conscients nous donneront suffisamment d'argent. Il y aura une télévision panafricaine ouverte aux Africains pour leur dignité. Et entre-temps, alors que Kadhafi se préparait pour tout ça, ils ont envahi la Libye. Et comme ils savaient que Kadhafi savait beaucoup de choses, Kadhafi n'avait pas sa langue dans sa poche. Et puis c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur pognon non plus. Ils se sont arrangés. Rien ne les empêchait d'arrêter Kadhafi, de le juger comme ils ont l'habitude de faire. Mais pour ne pas qu'il parle, ils se sont arrangés pour l'éliminer. C'est pour le faire taire. Eh bien, moi, quand je vais avoir le DVD, je vais aller voir les autres chefs d'État. Vous avez la chance encore d'être au pouvoir. Je viens vous soumettre l'idée, à travers le prix Mireille Makeba, la création d'une télévision panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que nous libérer par les médias, c'est aussi important que nous libérer sur le plan économique. Les deux vont ensemble. Si on vous donne une bonne leçon, on vous dit, vous êtes vous-même, vous avez ceci, vous avez cela, et que vous le mettez suffisamment en tête, vous pouvez mieux travailler que si on vous dit tous les jours, les Noirs sont comme ça, les Noirs sont ceci, et ces radios, ces télévisions, il suffit qu'en République démocratique du Congo, qu'on commette des crimes pour qu'ils aillent là-bas pour dire voilà ce qui se passe. Eux, ils ne sont pas là pour nous construire. Ils sont là uniquement pour faire du voyeurisme. Ils veulent voir le malheur et ils veulent tout le temps, effectivement, qu'on présente ce mauvais côté. Donc la télévision panafricaine fait partie du combat du prix Mireille Makeba. Et comme je ne suis pas dictateur et qu'il faut que les autres parlent, je suis heureux d'abord de passer la parole à mon ami, vous allez bien m'écouter, François Mboukou. Pourquoi François Mboukou? C'est un homme de Dieu. Lui, il est évangéliste, moi je suis musulman. Mais on s'entend très bien. Oui, oui, moi je suis un musulman qui veut la paix, je suis un musulman qui veut que notre continent se développe, et lui c'est un évangéliste qui veut la paix, qui veut construire son pays, la République démocratique du Congo. Dès que je lui ai parlé du prix Mireille Makeba, il a dit il n'y a aucun problème, nous sommes ensemble. Et il a été l'un des premiers à être ici. Donc il va faire son discours, et je vous demande d'abord, avant qu'il ne prenne le micro, de l'applaudir. Beaucoup. François Mboukou, lève-toi. C'est lui. Il est aussi grand que Mobutu, et certainement plus intelligent que Mobutu. Président, allez-y. Merci. Merci. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je suis M. François Mboukou Kassa. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis congolais, donc je viens de la région du Bas-Congo, donc d'où c'était le premier président Joseph Kasavubu qui avait eu la chance de devenir le premier président après l'indépendance, entre guillemets. Donc je suis venu ce soir pour vous dire que nous avons besoin de vous et la RDC, l'ex-Zaïre, comme M. Lassine vient de dire, que le président Mobutu était le président, comme vous savez. Et nous savons aujourd'hui que notre pays est sous occupation. Notre pays est dans une situation très compliquée et très difficile. Je peux dire aujourd'hui c'est un non-État. Je m'explique. En 1997, Mobutu est parti et Laurent Désiré Kabila est arrivé, qui est congolais. Effectivement, il n'était pas venu seul. Il est arrivé, il a ramené derrière lui, il y avait des gens qui sont venus, entre guillemets, pour l'aider. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était carrément notre pays qui était mis en proie. Aujourd'hui, nous sommes envahis par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ça veut dire que notre pays va tous les jours, guerre en guerre. Il cherchait à
pouvoir balkaniser notre pays. Et nous, les fils du pays, nous nous sommes levés, nous avons regardé les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui les disons, mais c'est les experts de l'ONU qui les disent qu'on est arrivé au plus de 6 millions de morts. Les femmes sont violées, les enfants sont assassinés, violés, les personnes âgées jusqu'à 70 ans sont violées. Et nous nous sommes dit que non, moi j'aime pas trop utiliser la diaspora, le mot diaspora, j'aime utiliser le mot le Congolais de l'extérieur. Parce qu'on nous a poussés à nous immigrer par la force. Parce qu'en disant, pour que je puisse bien expliquer les choses, le Congo pèse aujourd'hui, d'après les études de 4 journalistes anglais, ils ont dit que le Congo pèse 24 000 milliards de dollars. Mais je peux vous dire que c'est un pays qui est classé 187e pays avant-dernier, avant plus de pauvreté. Donc les enfants, il n'y a pas la scolarité, il n'y a pas le social, ne va pas, rien ne va. C'est pour cela que je me suis permis de vous relater un tout petit peu ce que j'ai préparé pour pouvoir un peu vous expliquer par rapport au prix Myriam Makeba, parce que pour nous, c'est aussi un des modèles. Nous nous sommes organisés à l'extérieur de la RDC. Nous sommes en France, en Europe, partout dans le monde, aux États-Unis, avec des amis. Nous avons lutté nous-mêmes avec tout ce qui est argument démocratique et nous avons mis en place une force qui a fait qu'aujourd'hui, nos amis occidentaux commencent à écouter ce que nous sommes en train de dire. Et nous les invitons à continuer, parce que c'est vrai que nous avons mis en place cette force pour pouvoir nous opposer. Mais pas dans la violence, mais avec des arguments démocratiques qui fait qu'aujourd'hui, nous réclamons tout simplement que M. Kabila devait quitter ce pays, devait quitter le pouvoir. Parce que notre pays est sous occupation. Et nous, la jeunesse, nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Nous sommes prêts parce que nous avons des valeurs. Nous voulons que cette jeunesse, donner aussi la chance à la jeunesse qui, aujourd'hui, qui est en péril. Voilà notre mission. Nous voulons apporter un état de droit. Nous voulons une alternance crédible et nous voulons que ce peuple puisse se retrouver. Voilà, c'est pour cela que je me suis présenté devant vous. Étant président du mouvement RFVPC, ça veut dire Rassemblement de forces vives pour le peuple congolais. Les prix Myriam Makeba représentent l'œuvre de toute une vie dévouée à des principes, à des valeurs, au respect des droits. Et ces droits sont ignorés en République démocratique du Congo. Mais nous voulons tout simplement restaurer les choses. Le 31 octobre dernier, face à la colère de son peuple, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso a démissionné après 27 ans de règne. Je pense que le président Lassine vient de le dire. Le chef de l'État du pays, des hommes intègres, a porté atteinte à cette intégrité et il a tenté tout simplement de modifier la Constitution dans les seuls buts de se maintenir au pouvoir. Le premier représentant de la nation a violé les pactes sacrés signés de la main de son peuple. L'insurrection de nos frères et sœurs burkinabés a fait que les signes de cette insurrection a fait que nos frères de Burkinabé, ils l'ont mis dehors. Et ils étaient déterminés parce qu'ils voulaient porter de l'espoir. Donc je disais, l'Afrique doit devenir le moteur économique. De l'avenir, elle doit être l'unité de peuples qui attendent de leurs dirigeants une écoute. Aujourd'hui, nous pensons que nos dirigeants ne nous écoutent pas. Nous sommes en Occident, nous travaillons, c'est nous, on s'occupe de nos frères et sœurs qui sont restés au Congo ou dans d'autres pays africains. Nous sommes le moteur quelque part de leur régime, de leur pays par rapport à ce qu'eux bénéficient. Nos peuples, nos populations n'arrivent pas à vivre, nos populations n'arrivent pas
à être scolarisés. Donc nous devons chaque fois nous-mêmes travailler pour pouvoir nous battre pour que ce peuple puisse se retrouver. Donc, quelque part, nous jouons un grand rôle. Quand je parle de nous, c'est nous, les Africains de l'extérieur. Donc, sans exception. Voilà, mes frères. Donc, or, trop de nos dirigeants tentent de violer la loi fondamentale et sacrée de leur nation et continuent de s'approprier les richesses de leur peuple. Dans notre cas, M. Joseph Kabila en est la démonstration. Cet homme qui est arrivé avec l'AFDEL qui était l'armée des Rwandais, qui sont venus, soi-disant, aider Laurent Désiré Kabila. Moi, je n'ai jamais vu dans le monde où, aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de nos frères de Burkina Faso. Ils n'ont pas mis un Tunisien au Burkina Faso, ils ont choisi un fils du pays. Je pense que tout le monde est d'accord qu'un pays doit être dirigé par les fils de ces pays. Et moi, aujourd'hui, je mets en doute l'identité de ce monsieur qui est au-dessus de notre pays. Et je l'appelle à pouvoir nous démontrer qu'il est congolais. Parce que nous voulons que ces pays soient dirigés par un Congolais né de père. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Constitution de la République qui l'est dit. Que celui qui veut briguer la magistrature suprême de ces pays doit être né de père et de mère congolais. C'est pour cela que j'invite nos amis, ceux qui veulent bien investir au Congo, il faut qu'ils se rendent compte que nous voulons tout simplement travailler avec tout le monde. Mais nous voulons travailler avec un état de droit. Et nous voulons travailler en partenariat avec ceux qui veulent bien venir investir dans notre pays. Voilà, je vais continuer à expliquer un peu ce que j'ai essayé de mettre sur mon papier. Alors que la fin de son deuxième mandat arrive en expiration, celui-ci laisse planer les doutes sur son éventuelle candidature. C'est que la Constitution lui interdit. La Constitution congolaise, avec l'article 220, interdit, dit que tu dois faire que 2 mandats. Mais nous avons vu, ils ont commencé à faire les manœuvres. Entre-temps, je remercie le président Hollande quand même. Il a essayé de dire des choses. Nous avons suivi, nous tous, à la francophonie, au 15e sommet de la francophonie de Dakar. Il a dit des choses, il leur a dit la vérité. Bon, nous voulons continuer à insister pour que l'Union européenne puisse prendre cette position, que ce soit les Américains, les Chinois, les Russes, tout le monde doit essayer de dire à ces chefs d'État que la nouvelle génération est là, et cette nouvelle génération veut, nous ne disons pas que nous sommes des anges, ou nous sommes des petits dieux, mais nous avons ces valeurs pour pouvoir respecter la population. Nous voulons donner la dignité à cette population qui a tant souffert. Voilà que nous appelons le régime de Kinshasa de pouvoir donner la position claire, de respecter la Constitution et de respecter la volonté du peuple. Nous avons vu que l'Afrique est bloquée. Et les premiers déblocages est de l'ordre politique. Trop de dictatures héréditaires, des présidents qui n'abandonnent le pouvoir que pour aller au cimetière. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, nous avons vu pas mal de choses. Et nous voulons porter autre chose que cela. Des présidents qui veulent changer la Constitution pour faire les mandats de trop. Et puis, il y a les familles, les présidents qui prennent les rênes du pouvoir économique, ce que j'appelle le népotisme. Il y a encore du chemin à faire, de nouveaux hommes politiques doivent émerger sans aller en prison. Et quand je parle de cela, je pense à mon ami, mon grand frère, Diomi Ndongala, qui est un député qui a été élu par le peuple. Et ce député, aujourd'hui, il se trouve toujours en prison et il n'est pas seul. Il y a plusieurs personnalités congolaises qui sont encore en prison.
Et nous demandons tout simplement au régime de Kinshasa de pouvoir libérer Eugène Diome Ndongala. Lui, au moins, à mes yeux, c'est un grand opposant. Un homme qui a au moins pu dire non. Parce qu'en République démocratique du Congo, lorsque vous n'êtes pas dans la position du régime, sachez que vous allez finir votre vie en prison. Et c'est ce que nous avons eu la chance de vivre dans le pays, comme on dit entre guillemets, modernisé, civilisé, où il y a quand même de la démocratie, où nous voulons apporter tout simplement les droits de l'homme au Congo. Le Congo, c'est un grand pays, c'est un pays qui pèse aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, 24 milliards de dollars, et il y a plus de 70 millions d'âmes. Donc, le Congo devait démarrer parce que c'est le moteur de l'Afrique, et nous sommes entourés de 9 frontières, donc 9 pays qui nous entourent, mais aujourd'hui, nous avons subi plus que ce que nos amis juifs ont subi. Mais comme M. le Président l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas la presse qui en parle, c'est maintenant qu'on commence à voir un peu les choses bouger. Et nous voulons que tous ces justes qui sont dans le monde, les humanistes, partout où vous êtes, nous sommes là pour lancer un appel, pour dire que venez nous aider, parce que le Congo, c'est un grand pays. La République démocratique du Congo, c'est le moteur de l'Afrique et du monde, et nous voulons mettre ces moteurs en marche. Mais nous ne pouvons pas mettre ces moteurs seuls, mais nous voulons mettre cela avec vous tous qui nous écoutez. Vous êtes dans le monde, vraiment, venez nous aider. Et nous demandons au régime de Kinshasa, de M. Kabila, de pouvoir libérer M. Diome Ndongala, qui est le député qui est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie l'Union internationale des journalistes, dont le membre et prix des cultures savent avec pertinence qu'en bâtissant leur création du nom d'une personne illustre, Myriam Makeba, savent qu'ils veulent placer cette personne sur un piédestal, qu'ils veulent l'immortaliser. Oui, nous, en Afrique, on appelle la femme maman, parce que la femme, pour nous, c'est elle qui donne la vie. Mais au Congo, en RDC, on détruit la matrice de la femme pour... On détruit la matrice de la femme pour limiter la reproduction. Nous appelons nos femmes maman, parce qu'ils le méritent. C'est pour cela que je me permets ce soir de dire que oui, la maman Africa, qui était Myriam Makeba, fut un illustre personnage pour son apport à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Doyen. Alors, la conférence continue. Donc, je vais pouvoir donner la parole à Madame Edé, présidente de Défi Humanitaire, Bénin Cameroun. Madame Edé, s'il vous plaît. Bonjour. Je vais vous parler de Défi Humanitaire d'Afrique. C'est une association créée par une béninoise, moi, et une Camerounaise, qui est la cofondatrice. Voilà. Madame, on vous applaudit. On vous applaudit, madame. Alors, Défi Humanitaire a une association, a une, comment on appelle, un orphelinat voilà. au Cameroun, dont elle s'occupe. Il y a un an, c'est-à-dire en décembre 2013, Défi Humanitaire d'Afrique était à Yaoundé, où elle a apporté son soutien aux enfants abandonnés au Cameroun. On a un orphelinat qui est en construction au Bénin. Le 15 novembre dernier, on a fait une soirée de gala pour récolter des fonds pour envoyer à ces enfants au Cameroun. Donc aujourd'hui, on est ici présent pour le prix Myriam Makeba. J'ai préparé un discours sur Myriam Makeba.
Donc, mesdames, messieurs, chers invités, nous sommes ici aujourd'hui pour saluer et rendre hommage à une femme, une très grande femme, je dirais même une diva africaine, célèbre de la planète. Je veux nommer ainsi la chanteuse Myriam Makeba. Elle est surnommée Mama Africa. Myriam Makeba est devenue une légende, trimballant à la fois une incroyable juvénilité et de la lassitude de ses ravages intérieurs. À 27 ans, Myriam Makeba quitte son pays natal, l'Afrique du Sud, en toute légalité pour des raisons de sa carrière, pour s'y rendre aux États-Unis où elle fut parrainée par Harry Belafonte qui lui donna sa chance un soir de 1959. En quelques semaines, Myriam Makeba devient une icône légendaire aux USA. Elle ne cessa de prononcer des discours anti-apartheid et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. Elle chante en zoulou et dans d'autres langues. Ses mélodies chantent la paix, la tolérance. Elle devient le symbole de la lutte anti-apartheid, même devant Nelson Mandela. Aujourd'hui, Myriam Makeba reste sidérée de voir certaines régions de notre tendre Afrique s'entretuer. Elle qui a toujours rêvé d'une grande Afrique unie. Notre rêve à nous, défi humanitaire d'Afrique, est de suivre cette voie et de continuer cette lutte qu'avait commencé Myriam Makeba. En vous remerciant, nous comptons sur vous pour soutenir financièrement, moralement et culturellement le prix Myriam Makeba, dont l'initiateur, M. Lansine Camara, ici présent, que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Alors on poursuit avec l'ancien président de la coordination des associations des Guinéens de France, M. Cantel. On vous la parole, s'il vous plaît. Merci mon cher frère. Merci à vous toutes et à vous tous. Si vous permettez, je vais me lever pour une simple raison. C'est que j'ai mal pour l'Afrique aujourd'hui, très sincèrement. J'ai même très très mal pour notre continent. Depuis plus de 56 ans, 60 ans pour certains pays, nous avons accédé à notre indépendance. Mais, comme dirait l'autre, ad vitam aeternam, l'éternel recommencement. On a l'impression que l'Afrique renaît. Et l'Afrique, on l'a vu naître il y a plus de 50 ans. Monsieur Lansine Camara, qui a initié cette rencontre et qui a initié le prix Myriam Makeba, que je salue, est un acteur que je ne présente pas parce qu'il a déjà été présenté. Vous le connaissez très bien. Je suis venu tout simplement apporter ma contribution, mon encouragement et le soutien en tant qu'ancien président de la coordination des associations guinéennes de France, président d'honneur actuellement, et également en ma qualité de président du collectif des Guinéens de France, qui existe, c'est une structure associative, et surtout ancien président, ancien coordinateur général du mouvement contre le référendum institutionnel que le général Lansana Conté avait organisé dans notre pays pour changer la constitution. C'est l'actualité aujourd'hui, quand on sait ce que ça apporte comme difficulté, comme problème dans nos pays, et également ancien coordinateur du Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée. Monsieur, je vous salue aussi par rapport au combat que vous êtes en train de mener. J'ai mal pour l'Afrique. Croyez-moi, j'ai mal pour l'Afrique.
Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous n'avons pas parlé ici de la souffrance du peuple sahraoui, du Sahara occidental. Je suis invité à Alger pour une conférence panafricaine qui va se tenir du 12 prochain jusqu'au 15, donc pour 3 jours. Il y a beaucoup de pays africains qui sont invités à cette rencontre pour aller parler justement des problèmes et de la volonté de ce peuple sahraoui pour accéder aussi, comme d'autres pays, à sa souveraineté nationale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré tout le soutien que ce peuple-là a aujourd'hui par rapport à certains autres pays, notamment membres des institutions internationales. J'ai mal pour l'Afrique parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Afrique, à chaque fois qu'on se rencontre, que ce soit dans un cadre africain, comme ça l'est aujourd'hui, nous sommes en train de parler de prix Myriam Makeba, qui est vraiment fondamental et je pense qu'il faut continuer à le soutenir, il faut faire en sorte que ça marche. Je conseillerais d'ailleurs au passage à l'initiateur, à notre frère Massini Camara, qui en est le président, de mettre en place une direction exécutive, parce que tout seul, il ne peut pas le faire, ça va être extrêmement lourd. Mais j'ai mal pour notre continent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on a l'impression qu'on recommence à zéro. Vous avez aujourd'hui, certains l'ont rappelé, certains chefs d'État, depuis pratiquement près de 30 ans, pour certains près de 25 ans, ils sont encore au pouvoir, et qui n'ont pas compris la nécessité et la volonté de leur peuple qui chante et qui exige à un moment donné qu'il y ait une alternative au pouvoir pour permettre à d'autres d'apporter leur contribution pour le développement socio-économique et politique de leurs pays respectifs. J'ai mal pour l'Afrique, parce que j'ai l'impression que ça ne bouge pas. J'ai mal pour l'Afrique, parce qu'il y a 1 an et demi, j'étais encore à Alger, dans le cadre de cette conférence panafricaine également, qui a regroupé 38 pays africains, aux côtés desquels vous aviez la CEDEAO dans la salle, vous avez l'Union africaine dans la salle, mais ça n'a pas marché jusqu'ici. Et on recommence toujours à zéro, toujours à zéro. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mal pour l'Afrique parce que ce prix Myriam Makeba, dont je suis au courant depuis pratiquement, je peux dire, plus de 2 mois maintenant, le frère Lancinet en parle à toutes nos concertations, dans toutes nos réunions. J'ai mal pour l'Afrique parce que je ne vois pas les Africains se mobiliser. Et ça me fait énormément mal parce que je dis non. L'heure est venue, nous, diaspora africaine, moi je suis guinéen et je suis un acteur politique et associatif de mon pays. Je suis un africaniste parce que je participe aux concertations et aux réunions des Africains pour apporter ma petite contribution. Mais c'est un combat qu'on peut continuer à mener et qu'on doit continuer à mener ensemble. Nous ne pouvons rien faire tout seuls. C'est ensemble que nous pouvons être plus forts. Et je pense que nous, diaspora africaine, ici en Europe, nous avons un rôle fondamental à jouer. Ce rôle fondamental, nous ne pouvons pas le faire en restant chacun de son côté. Nous pouvons le faire seulement quand nous mettons ensemble une force de soutien. Il nous revient donc à nous, Africains, diaspora, d'imaginer comment il faut créer un rapport de force intellectuelle face à tout ce qui se passe sur le continent africain. Un rapport de force, ça ne veut pas dire la guerre. Ça veut dire qu'on doit montrer à tous ceux qui dirigent nos pays et qui ne veulent pas partir, sauf, mon frère l'a dit tout à l'heure, dans les cercueils, on ne veut pas ça. On veut simplement qu'il y ait une alternance des pouvoirs, qu'il y ait des changements. On veut seulement qu'on permette à des Guinéens, qu'on permette à des Africains, qu'on permette à ceux qui sont nos amis, ceux qui sont à nos côtés,
d'apporter leur contribution, de nous soutenir et de dire voilà, maintenant vous avez travaillé jusqu'ici, vous devez maintenant partir de vous-même, au lieu qu'on ne vienne vous chasser. J'ai mal pour l'Afrique parce que nous avons tous vu le rôle fondamental que Blaise Compaoré a joué en sa qualité de facilitateur dans tous les conflits que nous avons connus sur le continent africain. J'ai mal pour l'Afrique parce que je n'ai pas vu M. Blaise Compaoré aller dans ce sens-là et permettre enfin une alternance à son pouvoir. 27 ans de pouvoir, ça fait beaucoup. 27 ans de pouvoir, ça fait toute une génération. 27 ans de pouvoir, ça fait une génération qui en a marre et qui veut tout de suite obtenir autre chose et de voir qu'il y a d'autres personnes pour continuer le travail, même si vous avez bien travaillé. Mais à un moment donné, il faut savoir arrêter et savoir dire stop et sortir par la grande porte au lieu qu'on vous chasse et que malheureusement vous partez par une petite fenêtre, pas par la porte, mais par une petite fenêtre, et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc, très sincèrement, ce prix, je le soutiens, pour toutes ces raisons-là, et je pense que ce prix doit nous permettre, nous, africanistes, nous, Africains, puisqu'il s'agit maintenant d'abord de l'Afrique, ensuite, on fera en sorte que les autres communautés européennes, américaines, s'en prennent de ça, s'impliquent et viennent nous aider. Il faut que ce prix puisse s'inscrire dans le cadre de la paix, parce que c'est ce que nous voulons. Quand on sait tout ce que le pays, le continent est en train de traverser aujourd'hui, avec les guerres partout, les manifestations partout, les tueries partout, j'ai mal pour l'Afrique parce que je veux tout simplement que cela change. Et malheureusement, tout cela ne peut pas le changer. Il faut encore une fois qu'on arrive à créer un rapport de force intellectuel pour dire stop et pour faire en sorte que ceux qui sont nos amis, ceux qui sont des Européens, ceux qui ont les moyens matériels, financiers, ceux qui ont les moyens scientifiques et qui peuvent nous apporter leur concours, qu'ils aillent dans ce sens-là, mais dans le sens que nous allons imposer. Absolument. Et non pas dans le sens que eux, ils nous allons nous dire. Cela est fondamental. Pour ne pas continuer à monopoliser la parole, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je dirais simplement que dans toutes nos concertations, il ne faut pas qu'on oublie le fléau qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Ebola. Ebola continue à tuer, malgré que les Occidentaux nous aident beaucoup. C'est eux qui ont les moyens de nous aider. Les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens scientifiques. Mais il faut susciter ces moyens scientifiques aussi chez les Africains. Nous pouvons le faire. Bien sûr. La seule question fondamentale que je me pose encore aujourd'hui par rapport à ce fléau, c'est que ce n'est pas une première. On l'a déjà connu au Congo. Pourquoi depuis plus de 30 ans, on n'a pas pu trouver de solution, on n'a pas pu trouver de vaccin, on n'a pas pu trouver de médicaments pour soigner nos parents qui meurent tous les jours par rapport à ce fléau-là. Or, on sait très bien quand il y a quelqu'un qui est malade, on l'amène en Europe, ici, en France, aux États-Unis. Bon, ils prennent du temps, mais ils vous disent, tiens, la personne est guérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité de guérir les gens. Pourquoi nous n'avons pas encore cela chez nous en Afrique? Alors faisons en sorte que ceux qui sont dedans, ceux qui dirigent nos pays, puissent s'inscrire dans ce cadre-là et faire en sorte que ce rapport de force puisse s'inscrire dans le cadre de notre volonté à nous pour pouvoir continuer à soutenir et à aider les Africains. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, M. Campbell. Nous avons tous mal pour l'Afrique.